Bonsoir. Bien très heureux, comme chaque premier lundi du mois, ou presque, quand il n'y a pas de jour férié, de pouvoir répondre aux questions que vous vous posez légitimement. Pour commencer, je commencerai simplement avec un point de la situation par rapport à la sécheresse. Vous savez que c'est quand même une préoccupation majeure pour toutes les communes, notamment dans notre département. Donc je voulais vous donner quelques éléments dessus. Nous avons voté un plan sécheresse pour la commune il y a quelques jours au conseil municipal, qui ne fait que continuer ce que nous avons toujours fait, c'est-à-dire une politique de préservation de la ressource en eau, de ne pas gaspiller, de ne pas dépenser inutilement, mais de continuer quand même à avoir une activité normale. C'est pour cela que nous souhaitons qu'on continue d'arroser les jardins, qu'on le fasse bien sûr très modérément, de préférence le matin très tôt parce que c'est le meilleur pour la terre et ça évite les évaporations du soir. Nous allons réinstaller 2-3 douches sur nos plages. Il faut savoir que tout l'hiver, nous gardons 3-4 douches pour ceux qui se baignent durant la période hivernale. Donc nous allons en rajouter 2-3, ce qui fait que nous aurons 7 douches en fonction au lieu des 14 habituelles. C'est un compromis pour éviter de trop consommer et en même temps de maintenir quand même l'hygiène et puis un confort parce que lorsqu'on ferme tout, les économies ne sont pas très importantes et puis elles sont surtout un inconfort pour nos concitoyens, les mamans avec leurs enfants pour se rincer. On va à l'eau de mer et puis on a des réactions cutanées, voilà, des petites choses dont on ne parle jamais, mais qui sont le quotidien de nos concitoyens. Les SDF qui se lavent aussi le matin tôt et donc qui ont droit également à une certaine dignité. Donc nous avons souhaité qu'on nous tolère la gestion des douches parce que nous sommes suffisamment responsables. La commune d'Antibes, à côté de chez nous, dans la Casa, fait de même. Et donc, je souhaite qu'on ne vienne pas nous faire le numéro que nous avions connu pour les masques à une époque et qu'on nous fiche la paix tout simplement, sachant que ce qui consomme le plus d'eau, ce sont les ports. Alors les ports avec les bateaux, hein, c'est-à-dire les 30 ports des Alpes-Maritimes. Jean Leonetti, le maire d'Antibes, rappelait que le deuxième consommateur d'eau de la ville d'Antibes, 80 000 habitants, c'était le port Vauban. Et vous remarquerez que ça ne fait l'objet d'aucun article médiatique. On préfère s'acharner sur les douches pour savoir si on va enquiquiner les gens à prendre leur douche ou pas. Par contre, qu'on lave et rase le bateau alors à toute pompe, ça pose aucun problème et ça ne génère aucun retour d'information. Donc le sage montre la lune, le crétin regarde le doigt, eh bien évitons de regarder les douches et préoccupons-nous de ce qui se passe sur les ports. Là aussi, nous avons demandé aux concessionnaires du port d'être très vigilants. Notre police portuaire est très présente pour rappeler les propriétaires de bateaux à des restrictions d'eau en la matière. Et je pense que ça sera plus efficace. Sachez que les seules fleurs que nous avons installées cette année sont celles qui sont arrosées avec du goutte à goutte, comme c'est autorisé, et de même pour les aménagements fleuris que nous avons sur quelques espaces de nos ronds-points. Donc, nous ne faisons plus de lavage d'eau à grande eau pour nos rues. Nous sommes économes en la matière et nous avons sollicité le président du syndicat intercommunal de Cagnes-sur-Mer, le maire de Cagnes, qui gère la station d'assainissement, d'épuration à côté de chez nous, pour savoir si nous pourrons effectivement, comme à Antibes, avoir le retraitement des eaux usées qui servent à laver les eaux des communes et pas simplement celles de la ville de Cagnes, puisque nous participons, la Colle Saint-Paul-Villeneuve, à près de 50% du financement de son fonctionnement. Donc, nous n'avons pas de réponse à ce jour à notre courrier, mais nous ne désespérons pas d'en avoir d'ici quelques temps. Voilà, ça c'était pour les préoccupations immédiates et nous n'irons pas fliquer les gens chez eux pour savoir s'ils ont remis de l'eau dans la piscine ou pas,
si l'herbe est verte ou jaune. Enfin bon, voilà, on va faire de la pédagogie. Je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre que quand vous gaspillez l'eau, ben, c'est vous qui la payez aussi la plupart du temps. Certes, il y en a qui ont les moyens de payer et qui se moquent de gaspiller, mais tout ça reste marginal. D'abord, la preuve, je le répète, au jour d'aujourd'hui, à la différence de l'année dernière, nous n'avons pas dépassé les 8000 m3 d'eau par jour, ce que nous avions fait l'année dernière très, très facilement. Donc ça veut dire que cette politique de prévention porte ses fruits. Nous gagnons en ce moment quelques 1000 m3 par jour, c'est pas mal. Et la nappe phréatique, pour nous, se maintient à un niveau relativement satisfaisant. Donc voilà, il n'y a pas de paranoïa à avoir. Continuons à être économes sans être dans la flagellation que certains adorent, suivie de la délation également, parce que ça va toujours ensemble. Dans les questions qui m'ont été posées ces derniers jours, il y a des questions diverses et variées. On m'a parlé de la question du compostage des déchets organiques. Alors vous savez que ça, c'est à partir du 1er janvier 2024 et que comme ce n'est pas nous qui le gérons directement, mais l'intercommunalité, c'est-à-dire la CASA, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, nous sommes en train de nous y préparer et le moment venu, eh bien, nous aurons des choses assez sûrement odieuses dans le paysage qui vont se rajouter puisqu'il faudra faire l'apport des déchets organiques. Donc on va nous remettre encore des containers disgracieux comme on a l'habitude de le faire. Donc j'espère qu'on arrivera quand même à préserver aussi l'aspect environnemental et esthétique de nos communes. Pour le moment, nous n'avons pas d'éléments particuliers pour vous apporter des réponses pertinentes. On m'a posé la question de la fin des travaux dans le Loup. Vous savez que l'anguille est impatiente. Il y en a qui sont impatients d'aller se baigner et l'anguille est impatiente de remonter le Loup. Donc elle a observé depuis 6 mois tous les travaux qu'on faisait pour elle. Elle a été à Polygone Riviera s'acheter tout l'équipement nautique qui convenait. Et donc, si tout va bien, à la fin du mois de juin, elle pourra frayer, remonter. Et à Bruxelles, on pourra sabler le champagne, se réjouir qu'enfin, on a sauvé l'anguille des Alpes-Maritimes, et notamment celle de Villeneuve-Loubet, qui n'avait jamais rien demandé à personne, mais qui, désormais, va s'éclater. Et nous envisageons, avec l'Office du tourisme, de faire un concours de remontée d'anguilles, qui pourra être intéressant. Après la descente des canards d'une époque qu'on avait eue, ben voilà. Donc vous voyez que je suis très en forme en cette fin d'année, c'est-à-dire je suis fatigué comme tout le monde. Et donc, sérieusement, on nous promet mi-juin. Donc le Loup sera remis en état. À ce moment-là, il n'y aura plus d'eau qui coulera. Comme ça, ben, on aura fait tout ça pour rien. Mais pour ceux qui s'inquiètent sur l'activité festive de cet été, l'Office du tourisme pourra, comme l'année dernière, faire ses pique-niques que vous attendez tous sur les bords du Loup. Donc la remise en état des berges, ça va attendre l'automne par contre, parce que ce n'est pas raisonnable de le faire en plein été et c'est mieux de le faire à l'automne. Mais en tout cas, on pourra occuper les berges du Loup, en tout cas pour la plus grande part. Et on sera bien content de s'être débarrassé de ces épisodes. Dans le même temps, des riverains m'ont sollicité pour les atterrissements de l'embouchure du Loup, mais comme on avait déjà eu une assemblée générale à ce sujet, je n'y reviens pas. Nous donnons les réponses à l'ASA, l'association syndicale autorisée du Bouches-du-Loup, qui est notre interlocuteur. L'organisme départemental qui s'en préoccupe regarde pour effectivement enlever ces atterrissements, mais je voudrais rappeler à ceux qui sont en aval du Loup que les atterrissements ont pour le moment le grand avantage de maintenir une hauteur de Loup qui leur évite l'envasement et toutes les nuisances qui vont avec l'envasement. Et que lorsque le bouchon, entre guillemets, aura sauté, eh bien, ils verront effectivement la différence et à ce moment-là, on sera dérangé par justement un faible niveau du Loup si on n'a pas des précipitations suffisamment abondantes. Nous avons sollicité la ville de Cagnes qui ne nous a pas répondu à ce sujet, mais on sait qu'elle a répondu au SMIAG, l'organisme dont je parlais tout à l'heure, qu'en aucun cas elle ne voulait être concernée par cette affaire. Donc s'il devait y avoir un enlèvement des atterrissements, ce serait que du côté de la rive droite, du côté de Villeneuve-Loubet, mais pas du côté de Cagnes.
C'est assez ridicule, il faut bien le dire. Mais enfin, dans ce pays, ce n'est pas la première et la dernière des choses ridicules. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, si ça doit se faire, il faut attendre les grosses marées d'équinoxe. C'est maintenant. Donc, ce n'est pas la peine de faire des travaux pour voir l'atterrissement aussi vite qu'il aura été enlevé. D'autant plus qu'il n'aura pas été enlevé, encore une fois, complètement. Voilà, on aura l'occasion sûrement d'en reparler d'ici quelques semaines. Dans ce qui concerne d'autres questions qui concernent particulièrement la circulation, la sécurité, on m'a posé la question de ce passage souterrain qui existe au niveau de l'avenue Bel Air, de la RD 6007, de l'entrée de l'autoroute. Vous savez, il y a un passage souterrain qui a été fait par la société Escota à l'époque, Vinci aujourd'hui, et qui a été faite de manière un peu archaïque aujourd'hui, puisque l'accès n'est pas très commode. Nous avons sollicité la société autoroutière pour leur demander de reconfigurer cet espace, qui est le leur, et ils nous ont renvoyé en disant que non, que si on voulait faire les travaux, ils pouvaient l'accepter, mais que c'était pour nous. Donc on en est là. Le département, ça l'intéresse aussi, parce que c'est quand même sa route départementale. Et il faut qu'il nous explique comment on assure désormais la sécurité des piétons quand on est au coin de l'avenue de la Berbonne, le retour sur la Berbonne. Donc une personne m'a posé une question pertinente en disant on pourrait mettre des feux, favoriser le passage en sécurité. À ce moment-là, vous bloquez toute la 7 sans problème, déjà qu'elle est suffisamment intense comme ça. Donc je pense que la seule vraie solution, c'est de reconfigurer le passage souterrain, mais il va falloir beaucoup de ténacité pour contraindre la société autoroutière à assumer un peu ses responsabilités. Et à mon avis, on ne pourra le faire que si le département joue également avec nous, parce que tant qu'il n'y aura que la commune, ça sera compliqué. Pour vous donner un exemple, lorsqu'il s'est agi d'élargir la voie vers Cagnes, et les discussions avec Vinci, alors qu'il suffisait simplement d'une protection de sécurité routière, c'est des discussions qui ont pris 2 ans. Donc c'est pas encore demain la veille, mais on ne lâchera rien là-dessus, parce qu'effectivement, désormais, compte tenu qu'il y a de l'habitat en proximité, il est normal d'assurer la sécurité des piétons. Et nous, de notre côté, nous allons voir comment on peut, le long du trottoir qui n'est pas terrible, on conforte un peu une sécurité avec des barrières pour protéger les piétons de cette circulation. Voilà, ce n'est pas une réponse satisfaisante pour le moment, mais c'est un vrai sujet qui nous préoccupe et qu'on ne va pas laisser de côté. On m'a parlé en même temps du stationnement des 2 roues insuffisant au logis de Bonneau. On en est bien d'accord. On compte en mettre, mais là aussi, on nous a inventé une réglementation qui fait que lorsqu'on a des espaces de trottoir où on pourrait mettre les 2 roues, et c'est désormais interdit à partir du 1er janvier 2024 parce que ça gênerait les piétons qui traversent. Il me semblait que les scooters étaient quand même à une hauteur assez basse, ne serait-ce que pour pouvoir les enjamber et s'asseoir dessus, mais apparemment pour les fonctionnaires qui ont imaginé ça, ils les imaginent comme des 15 tonnes. Et donc, c'est les scooters qui bloqueraient la visibilité pour pouvoir traverser. Donc, tout est compliqué dans ce beau pays. Et donc, sur l'avenue du Logis de Bonneau, on a regardé effectivement sur les trottoirs pour voir comment on pouvait mettre du stationnement de roues. Et j'en profite pour nous dire aussi à ceux qui habitent ailleurs de nous signaler les endroits où vous souhaitez que l'on fasse des stationnements de 2 roues motorisés, de 2 roues aussi cyclistes. Bizarrement, on a très peu de demandes, donc faites-le. Vous avez l'application Maire et Citoyen pour ça. Vous nous dites, voilà, j'habite à tel endroit, je fais la photo, j'aimerais bien avoir 2 places de vélo ou 3 places de scooter, et c'est tout à fait légitime. Et j'ai donné des consignes d'ailleurs à nos services pour le futur quartier du Cœur des Morettes, de se mettre dans la tête qu'on prendrait même des places entières de voitures pour y mettre des 2 roues. Ça se fait en Italie, on traverse la frontière, aller à Ventimille. Les scooters, ça prend de la place, mais pas sur le trottoir, sur la chaussée carrément. Nous l'avons fait aux Bouches-du-Loup, donc il n'y a aucune raison qu'on ne permette pas aux gens qui ont des scooters de pouvoir stationner, de ne pas être en infraction en étant sur le trottoir, ou même
pour ceux qui ne sont pas très réveillés quand ils roulent, quand ils posent le scooter, ils ne se préoccupent pas trop des piétons ou des gens avec du handicap ou des mamans avec les poussettes. Donc voilà, l'appel est lancé, faites-nous des propositions et je vous assure qu'on y répondra. Il y a une question en plus sur ça. Alors, il y a une petite question en plus concernant les aménagements, et c'est sur Marina. La personne demande quand seront terminés les aménagements de voirie à Marina. Jamais. Jamais. Ben non, parce que là, il y a 2 ans de travaux sur la concession portuaire. Alors, il y a les travaux actuels en cours qui prennent toujours du retard parce qu'on découvre des choses qu'on ne connaissait pas. N'oubliez jamais qu'il y a des secteurs qui n'ont pas bougé depuis 50 ans, sur lesquels rien n'a été fait. Alors, il y en a beaucoup qui nous parlent de la voie privée qui est leur bien et qui nous font la condescendance de l'ouvrir au public parce que le port est public et qu'il faudrait remercier à genoux. Je leur rappelle quand même que la partie privative n'a pas trop fait de travaux de rénovation, de réfection des réseaux en dessous et qu'elle serait bien en peine si elle devait le faire. Donc pour le moment, ils bénéficient justement de la concession portuaire qui le fait, parce que bien sûr ça lui est utile, mais ça va profiter aussi à tout le monde. Et donc les travaux en cours, je ne suis pas en état de vous dire quand ils vont se terminer. La logique, c'est de le faire avant la pleine saison, bien sûr. Et donc les consignes sont données, mais il y a parfois de mauvaises surprises qui allongent les délais. Donc je ne m'engagerai pas là-dessus. Après, la logique voudrait aussi qu'une fois tous ces travaux qui seront faits, le réaménagement de la Croisette, et la commune a délibéré pour dire qu'elle était prête à assumer la rénovation de la Croisette avec le concessionnaire. Mais à partir du moment où on a des recours de contentieux qui se menacent même des recours en contentieux et non pas gracieux auprès des tribunaux contre le projet d'hôtel de capitainerie du port, à partir de ce moment-là, nous réviserons notre position et donc il ne sera pas question de changer quoi que ce soit sur la Croisette telle qu'elle est. Et ça serait un peu dommage d'avoir une rénovation de grande qualité, d'avoir à côté quelque chose qui a bien vieilli. Il suffit d'ailleurs de voir que l'entrée de Marina côté boulevard Tabarly pour être affligé de l'état que cela représente, car c'est quand même un accès sur le chantier naval, sur la promenade de la Croisette, et c'est quand même indigne de la copropriété qui est à côté. Donc je souhaite qu'on s'en préoccupe aussi, ce côté-là. Mais quand on a laissé les choses en l'état pendant des années parce que ça coûtait cher, parce que c'était compliqué, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, quand on commence à travailler sur ces secteurs-là, c'est un petit peu plus compliqué, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc on est bien heureux que ce soit Maribel, concessionnaire, qui prend, donc Eiffage, qui prend à sa charge tous les travaux. En l'occurrence, les travaux sont pénibles, les travaux sont polluants, les travaux sont dérangeants. Plus, le fait qu'il ne pleuve pas, cela pose des problèmes avec la poussière et on ne peut pas totalement protéger les installations pour éviter la poussière. D'ordinaire, dans les chantiers, on arrose les chantiers pour éviter la poussière. Donc, effectivement, on est bien conscient des difficultés, mais en la matière, Harry Potter ne pourra rien changer. On sera bien obligé d'en passer par là. Donc, il faut de la patience et souhaiter que les choses aillent vite et donc qu'on n'ait pas des recours, justement, qui retardent les travaux et qui empêchent d'aboutir au projet global tel qu'on le souhaite. Et je le dis vis-à-vis de ceux qui, d'ailleurs, disent vraiment pas des choses sérieuses et qui trompent délibérément ceux qui, de bonne foi, pourraient éventuellement les croire. Donc, on aura l'occasion de repréciser les choses très prochainement, puisqu'on aura un comité local d'usagers du port et le conseil portuaire. En ce qui concerne toujours la circulation, j'ai quelqu'un qui nous a sollicité, qui a une entreprise dans le pôle Marina 7 et qui s'étonne de la circulation sur la 7 et qui se nave de toutes les constructions qui sortent et qui pensent que ça va être l'enfer. Alors moi, je n'ai pas le sentiment qu'on était au paradis jusque-là quand même, quand je vois ce qu'était l'état de ce secteur. On est en train de le transformer,
mais je répéterai ce que je dis toujours, ce n'est pas le logement qui crée le problème de circulation. Je demande à ceux qui disent ça de se poster à une sortie d'immeuble et de compter les véhicules qui rentrent et qui sortent dans une journée. Par contre, allez vous poster là où il y a des entreprises, là où il y a des commerces. Allez vous poster par exemple là où Action va bientôt ouvrir cette semaine, comme à côté de Lidl, comme à côté bientôt de Grand Frais. Là, vous verrez qu'entre les salariés qui viennent et puis entre les clients qui viennent, alors là, ça fait de la circulation. Mais ce que vous ne devez pas oublier sur la 7, c'est que les problèmes, s'ils n'étaient qu'entre nous, ils seraient gérés facilement. Le problème, c'est qu'il y a 40 000 véhicules jour qui passent pour aller soit à Sophia-Antipolis, soit dans la vallée du Var, en passant par Polygone Riviera ou Cap 3000. Et ça, décemment, personne n'y peut rien. Et c'est bien pire que les immeubles qui sortent. Donc, je le redirai à chaque rendez-vous en direct, puisque je ne suis pas entendu de tout le monde. Je le réécrirai. Dans le prochain Parole de Grenouille, on le réexpliquera. On y travaille. Le département travaille sur ce secteur. Les 3 carrefours qui posent problème vont être réaménagés. Simplement, là aussi, il faut de la patience. On ne peut pas bouger les choses qui n'ont pas bougé pendant 40 ans, 50 ans et penser qu'en seulement 2 ans, 3 ans, on va changer les choses. Non, ça prend un petit peu de temps, mais la bonne nouvelle, c'est que les acteurs concernés mettent les moyens pour faire évoluer les choses. Et nous-mêmes, on va ouvrir quand même des voies à l'intérieur de ce secteur qui vont éviter que tout se reporte soit sur la 7, soit sur l'avenue du Docteur Lefebvre. Donc voilà, on est en train d'attaquer les travaux sur le futur boulevard du Général de Gaulle que personne ne connaît, puisque c'est une voie transversale entre les Cavaliers et les Morettes. Donc voilà, ça, à l'automne déjà, on verra un petit peu comment les choses se passent. D'autres questions qui m'avaient été sollicitées, c'était justement quand on met des dénominations de rues nouvelles, comment ça se passe? Eh bien, nous adressons à la base nationale le changement d'adresse qui l'enregistre et qui le transfère ensuite à notre service, au syndic, aux propriétaires, pour qu'ils puissent après faire leur démarche auprès de leurs interlocuteurs habituels, postes, les impôts, tout ce qui est énergie notamment, tout naturellement. Donc on a dit que pour les personnes âgées qui ont des difficultés, avec le CCAS, nous apporterions un soutien dans les démarches qui sont à faire. Et vous nous tiendrez au courant aussi des bugs qu'il peut y avoir en la matière. Mais sachez que de toute manière, même quand il y a une nouvelle rue, bien entendu, on garde le nom de l'ancienne rue et ça fonctionne quand même pendant 6 mois, 1 an. Donc vous n'êtes pas pris à la gorge dans le changement de dénomination. Il y a quelqu'un qui m'a écrit avec un peu de, comment je pourrais dire, un peu d'énervement sur le boulevard National 7 qui allait changer la vie de son entreprise, et j'ai regardé son adresse, c'était marqué National 7, alors que ça n'existe plus depuis 2008, la National 7. Donc depuis 2008, c'est la RD 6007. Donc celui qui m'a interpellé aurait dû déjà faire le changement il y a 15 ans, ce que visiblement il n'a pas fait, et il devrait au contraire se réjouir qu'on donne une définition définitive de la National 7, boulevard National 7. Ce qui récompense ceux qui n'ont pas fait leur changement d'adresse en leur temps, mais ils devraient se rassurer puisque c'est RD 6007 depuis 15 ans et que quand même son entreprise indiquée National 7 reçoit toujours le courrier. Donc ce n'est pas la peine de s'énerver pour peu de choses. Et sachez que quand on fait les choses, on y réfléchit aussi un peu avant. On n'a pas l'air comme ça, mais on essaye de se mettre à la place de ceux qui vont avoir à vivre les changements que nous faisons subir. Et je pense très honnêtement que de se situer le long d'un boulevard, c'est aussi un peu plus qualifiant que le long d'une route. Tout dépend de ce que l'on vend, bien sûr, mais enfin, je pense que tout le monde y trouvera son compte. Mais c'est vrai que dans ce pays, il faut toujours que ça change, à condition que rien ne bouge. Et donc, voilà, nous, on bouge, et donc il faut s'adapter au changement, mais on comprend les difficultés rencontrées. C'est pour ça qu'on est tout à fait prêt, bien sûr, à les accompagner. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour des questions qui m'avaient été posées. C'est bien. Alors, on a une question en plus. Mais on ne sait toujours pas si c'est Oleg Rune qui a gagné
le match Ça à Roland-Garros. C'est quand même important. Si, on sait, c'est lui qui a gagné. Voilà. Bon, c'était en direct parce que j'ai des gens de l'autre côté de la caméra qui étaient préoccupés et qui ont des vocations tennistiques certaines. Ils ont bien raison. Et ça tombe bien parce que c'est une question sportive de Manon qui a entendu parler vaguement de l'extension de la salle de sport et qui voulait savoir de quoi il s'agit. Eh bien, on va faire baby-foot. Non, on va faire des arts martiaux, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire en arts martiaux, notamment le judo et le karaté en particulier, mais pas que. Et donc, cette salle d'arts martiaux qui sera très belle, très fonctionnelle, va permettre à tous ceux qui aiment les arts martiaux de pouvoir pratiquer leur sport, faire des compétitions aussi, puisqu'on a prévu des tribunes pour la circonstance. Et donc, là, les travaux se terminent. Et ça sera opérationnel dès la rentrée prochaine. On a une inauguration prévue le 14 septembre, mais la salle sera ouverte bien avant, bien sûr. Et là, ce sont nos services, en particulier avec les entreprises, qui sont en train de fignoler tout ça. Je présenterai cette semaine, d'ailleurs, aux présidents des clubs concernés l'état des travaux et la visualisation de la salle, des vestiaires. Enfin, nous y mettons 2 300 000 € quand même, pour permettre au sport villeneuvois, mais pas qu'au sportif villeneuvois, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que des villeneuvois qui viennent dans nos salles, de pouvoir avoir des conditions de pratique agréables. Ça me permet de relayer, d'ailleurs, puisqu'on parle sport, avec l'épisode du football sur notre commune, où il y a eu une agitation certaine il y a quelque temps, que je comprends parfaitement, une émotion des familles, qui découvrent la situation du club qu'on leur avait cachée jusqu'à présent, que nous connaissions, mais déjà l'année dernière. Et l'année dernière, nous avions déjà eu l'appréhension d'une situation qu'on ne pouvait pas faire évoluer, sinon il n'y aurait pas eu de possibilité pour les Villeneuvois de pratiquer leur sport. Donc nous avons continué avec une équipe partiellement renouvelée et qui a aggravé les choses au lieu de les résoudre. Parce que certains nous disent « mais vous auriez pu vous en préoccuper avant ». Mais on s'en préoccupe parce que c'est nous qui attribuons les subventions et il y a des conditions d'attribution. Donc déjà l'année dernière, il y avait des choses qui nous dérangeaient. Entre-temps, d'ailleurs, le trésorier du club a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour l'indélicatesse des comptes. Donc voilà. Et la nouvelle équipe qui ressemblait beaucoup à la précédente, avec un nouveau président, n'a pas fait mieux et même a aggravé les choses. Donc on en est aujourd'hui quand même à pas loin de 200 000 € de dette pour le club. Et dans ces conditions, quand on n'a même pas payé les licences au district et à la fédération, à la ligue, eh bien c'est un cas de radiation. Donc nous avons pris nos responsabilités, c'est-à-dire on ne peut pas donner 60 000 € de subvention comme ça à un club qui l'engloutit à d'autres fins. Nous ne pouvons pas non plus lui laisser occuper des terrains, puisque quand il les occupe, il continue comme avant, avec ou sans subvention. Pour vous donner un exemple, malgré son passif, le club a quand même conclu un accord avec un équipementier de sport pour quelques 60 000 € et c'est un contrat de 3 ans. Alors si ce n'est pas ça, être irresponsable, c'est grave, quoi. Alors je sais bien que ceux qui sont dans le club ont dit c'est de la faute du président. C'est que le président qui est fautif, sans doute a-t-il une part de responsabilité, mais on ne peut pas faire comme si on n'était pas au courant quand on est une équipe dirigeante. Et une équipe dirigeante, ça veut dire qu'on est autour du président et qu'on donne son aval à un certain nombre de choses. Donc nous considérons que ce n'est plus possible de continuer ainsi. Nous avons saisi la Ligue, nous avons saisi la Fédération. Les statuts de la fédération sont très clairs. Un club qui ne paye pas les licences peut être radié. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, il appartient maintenant à la fédération, la Ligue et le district de prendre leurs responsabilités. Est-ce qu'il radie le club ou est-ce qu'il ne le radie pas? S'il radie le club, c'est plus simple, même si ça crée 200 000 € d'impayés. Mais un autre club peut être constitué et pouvoir participer au championnat. Si le club n'est pas radié, alors il faut continuer avec le club, le même club, mais qui a 200 000 € de dette. Et donc tous ceux qui ont dit « nous avons un projet,
on va faire, oui, on va d'abord rembourser les dettes, puis après on parlera du projet. Et là, à partir de ce moment-là, il n'y a plus personne. Toute l'équipe dirigeante a démissionné à ce jour. Et donc, bien sûr, c'est la commune qui se retrouve en première ligne et qui ne peut que susciter le mécontentement de ceux qui ignorent tout ou qui font semblant d'ignorer. Moi, je n'ai pas du tout apprécié que certains responsables du club utilisent les enfants, fassent des posts Facebook qu'on n'avait jamais vus jusque-là pour vanter les résultats, ça c'est bien, mais ensuite pour leur faire pleurer le regret de ne plus avoir de club et de chanter Villeneuvois, Villeneuvois, comme si on était tous de Villeneuve. Alors, vous savez, la désinformation, c'est toujours facile. C'est vrai qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont des responsabilités dans la ville voisine, à la Colle-sur-Loup, pour ne pas les nommer, qui sont même avec des difficultés sur la commune de la Colle et qui, voyant ce qui se passait chez nous, nous ont fait des propositions. Pour le moment, nous n'avons pas répondu plus que ça, puisque c'est la fédération qui doit prendre ses responsabilités. Mais quand on nous fait le cinéma on est Villeneuvois, le club de Villeneuve, pour le moment, il n'est pas capable de nous donner la liste de ses membres parce que tout simplement, il n'a pas que des Villeneuvois. La convention d'attribution de la subvention exige 70% de Villeneuvois. Or, la personne autorisée qui nous en a parlé nous a dit 50%. Je ne suis pas certain qu'il y ait 50%, puisque à la Colle-sur-Loup, c'est 40% de Caulois qu'il y a dans le club. Et j'allais dire, il faut arrêter ces stupidités. Les gens vont dans les clubs dans lesquels ils se reconnaissent. Bien sûr, il y a un socle. Quand on est à Villeneuve, il y a d'abord des Villeneuvois. Quand on est à la Colle, il y a d'abord des Caulois. Mais on n'interdit pas aux autres de venir pratiquer leur sport. Il y a des Villeneuvois aussi à Saint-Laurent-du-Var, à Cagnes-sur-Mer, à Antibes. C'est absurde. Une sorte de patriotisme identitaire spécifique au foot. Bon, vraiment, il faut vraiment croire que les élus que nous sommes, le maire que je suis, ignore ce qu'est le sport. Moi, j'ai fait du sport de compétition. Moi, c'était le rugby, c'était pas le football. Il n'y avait pas que des rugbyman de la commune dont je portais les couleurs avec fierté, qui étaient là. Il y en avait d'autres et qui jouaient aussi bien que ceux qui sont là. Donc, il faut arrêter ce côté identitaire qui m'agace beaucoup. Sachez que nous faisons tout pour qu'il y ait un club de foot. Vous entendez bien, un club de foot, bien sûr, à Villeneuve, pour accueillir les Villeneuvois et ceux qui aiment le foot, mais pas avec des histoires de fric. Dans l'esprit du foot, dans l'esprit du sport, amateur. C'est déjà compliqué dans le domaine professionnel, mais si c'est pour mettre toutes les malfaçons, les malversations du foot professionnel dans les clubs amateurs, eh bien nous, ça ne marche pas. Et nous avons dit à la fédération, comme à la Ligue, qu'il n'était pas question que ce soit le contribuable villeneuvois, celui-là, qui paye l'arriéré de gens incompétents et indélicats. Et les 200 000 € de dette, soit c'est le club qui est maintenu et ce sera l'équipe qui voudra la prendre, qui devra en faire son affaire, et je suis curieux de savoir comment, soit effectivement on en tire les conséquences et on permet à un autre club d'offrir ses services avec des dirigeants qui seront d'ailleurs beaucoup de ceux de Villeneuve. Et il n'y a pas d'OPA venu de l'extérieur, il n'y a pas un mâle venu de l'extérieur, c'est plus compliqué que ça. Alors les familles qui connaissent le sport savent de quoi je parle, celles qui ne le connaissent pas vont l'apprendre. Les vétérans s'inquiètent aussi s'ils peuvent jouer, parce que la priorité pour nous, c'est quand même d'abord les mômes, plus que les adultes, mais il n'y a rien qui interdit de permettre à des vétérans de pratiquer leur sport et d'être dans un championnat. Ce n'est pas une obligation d'appartenir tous au même club. Il faut juste un peu sortir de son bocal et d'aller voir un petit peu comment ça fonctionne dans d'autres villes. Voilà, donc je ne vais pas dire faites-nous confiance, parce que ça ne dépend pas que de nous. Si ça dépendait que de nous, la suite serait assurée. Malheureusement ou heureusement, nous verrons ce que fait le district, ce que fait la Ligue, ce qu'il prend comme décision, dont je sais que ça n'est pas facile pour eux aussi, parce que Villeneuve-Loubet, malheureusement, n'est pas le seul club à avoir quelques difficultés dans le département. Donc, nous nous sommes entretenus avec les dirigeants du district et de la fédération. Nous espérons avoir été entendus. Nous ferons tout ce qu'il faut. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut répondre de rien. Voilà. Bon, ça, c'était la question sportive. Il y a d'autres questions qui arrivent en cours d'émission. Oui, alors on a une question qui concerne la démocratie directe et particulièrement l'application maire et citoyen. Oui. Avec Madame Lady Bird qui voudrait savoir pourquoi il n'y a pas une option pour les sympathisants de Villeneuve-Loubet
Parce que oui. C'est un choix que nous avons fait dès le départ. Alors là, très clairement, c'est-à-dire que le direct... alors ça ne veut pas dire que les gens qui sont extérieurs à la commune ne puissent pas s'exprimer, mais ils ont des réseaux sociaux sur lesquels ils sont, et ils le font abondamment, hein, notamment, tu sais que tu viens de Villeneuve, ou je ne sais plus quelle autre aussi application qui fonctionne. Oui, voilà, Villeneuve-Loubet, c'est toi, c'est moi. Voilà. Donc là, ils peuvent s'exprimer, mais sur le site officiel de la mairie, nous considérons que la priorité est donnée aux Villeneuvois qui résident sur la commune. Voilà pourquoi nous ne voulons pas d'interférence extérieure à la commune. Ce sont les Villeneuvois qui interpellent celui qu'ils élisent d'ailleurs, car les autres n'élisent pas le maire. Hein, ils en parlent, c'est certain, mais ils n'élisent pas. Donc, s'il n'y avait pas d'autres possibilités de s'exprimer, peut-être on verrait ça autrement, mais comme on sait qu'il y a d'autres réseaux sociaux où les gens s'expriment abondamment et où on peut intervenir nous aussi, je ne pense pas que ça soit un vrai souci. Et donc, effectivement, c'est réservé aux citoyens qui peuvent démontrer une adresse sur la commune. On nous a fait un petit article cette semaine sur le centre éducatif fermé que l'État nous impose. Je voulais revenir sur l'article de presse qui a eu lieu, qui était un excellent article d'ailleurs sur le fond. Quant au titre, on s'interrogera quand même sur la logique de faire des titres qui sont faux. Les médias aiment bien parler des fake news sur les réseaux sociaux. Il faudrait déjà commencer par balayer devant sa porte, parce que quand on dit qu'un quartier ne veut pas, alors que le quartier, c'est 15 personnes dans une salle, et que la copropriété réunie, c'est 200 personnes, et que 15 sont là, et que le quartier lui-même, c'est 1000 personnes, et dire le quartier ne veut pas, non. Non, le quartier est préoccupé, le quartier peut s'inquiéter, le quartier pose des questions, sans doute, nous y répondons. Et je répète que c'est un projet global que l'on retrouvera d'ailleurs dans la Grenouille, hein, dans le Parole de Grenouille, où nous allons montrer le plan, qu'est-ce qui va se passer, comment, et nous considérons que c'est ce qui peut arriver de moins mal pour le quartier que d'avoir un centre fermé, plutôt que d'avoir 350 logements avec là un centre grand ouvert de populations qui font des allers-retours en prison et qui sont dans la nature, près des immeubles et des propriétés alentours aussi. Tandis que là, c'est bien fermé, ce sont des délinquants, c'est vrai, des jeunes délinquants, mais dont on pense que la moitié d'entre eux vont pouvoir refaire leur vie différemment, puisque c'est un projet d'insertion éducatif qui fonctionne à moitié. 50% réussissent, 50% échouent, les autres iront en prison pour de bon. Mais il nous a semblé que c'était plus sécurisant pour le quartier que si on avait 350 logements non gérés. Et comme en même temps on met de la résidence et des commerces pour faire un commerce de proximité dans un quartier qui s'est développé, et d'avoir quelques commerces en termes de dépannage, en termes de convivialité, c'est peut-être pas mal. D'avoir un pôle médical aussi qui ne peut que renforcer l'offre dont on a besoin sur la commune, un parc de 2500 m² de nature, arboré naturellement, qui va profiter à tout le quartier. Il nous semble que ce projet est intéressant. Qui plus est, il reste 3000 m² qui vont être classés boisés naturels, ce qui veut dire que sur ces parcelles qui appartenaient à l'État, désormais, on est certain que dans l'avenir, il ne se passera plus rien d'autre. Et je pense que le statu quo tel qu'il était au contraire très préoccupant du devenir de ce quartier. Et les gens l'ont bien compris d'ailleurs, puisque quand nous avons eu une concertation publique, 3 personnes sont venues, qui ont compris, qui ont validé un peu le projet, et les 15 qui sont venus à la réunion de la copropriété, avec le directeur de SOS Jeunesse qui gérera le centre, ont compris aussi quel était l'objectif. Et même si on n'est pas enchanté, hein, bien sûr, on se dit que c'est vraiment un moindre mal et que ça peut même être un mieux, finalement, quand on sait tout ce qui pourrait se produire dans ce quartier. Donc voilà, c'est un travail d'explication. Je me réjouis que nos concitoyens soient assez intelligents pour comprendre ce qu'on leur explique, et que même si parfois on peut toujours avoir quelqu'un d'un peu plus... comment je pourrais dire, un peu plus énervé sur la question, même lui d'ailleurs, ce qui n'était pas dit dans l'article, même lui, à la fin, s'est trouvé, je ne vais pas dire convaincu, mais en tout cas, s'est persuadé que, d'abord, on ne racontait pas de mensonges, on ne racontait pas d'histoire, on mettait les choses sur la table,
et on disait comment on allait faire les choses, surtout, et de quelle manière. Il y aura une enquête publique en octobre. J'ai invité la population à s'y rendre pour faire part de leurs remarques, de leurs propositions, suggestions. Mais je le répète, si ce projet tel qu'il est là ne se faisait pas, le quartier risquerait bien pire. Et je ne l'évoquerai pas, il suffit de regarder la presse quotidienne régulièrement, notamment du côté de la frontière, pour se dire qu'on aurait peut-être d'autres soucis dans le quartier que simplement cela. Voilà, je voulais en parler. La question, bizarrement, vous voyez, n'a pas été posée. Elle aurait pu l'être légitimement, et c'est moi qui la suscite, parce que dans ce domaine, comme dans d'autres, nous n'avons rien à cacher. Et nous aussi, on n'était pas demandeurs, le quartier ne l'était pas, nous non plus. Mais il faut faire avec, les terrains appartiennent à l'État est chez lui, et l'État en plus peut se délivrer les permis de construire. Donc voilà, certains m'a cru dire qu'on se couchait et supposer lui non, mais enfin ça c'est des paroles en l'air. Nous on ne se couche jamais de toute manière, on plie un genou, mais c'est pour mieux se redresser ensuite, pour faire ce que l'on croit bien faire pour nos concitoyens. Mais simplement, ce qu'on nous fait subir, ce n'est pas nous qui le sollicitons. Donc c'est toujours un peu facile d'être dans la contestation, mais si on veut bien raisonner, je pense qu'on pourra nous rejoindre. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y en a pas d'autres, je suis heureux de vous avoir épuisé, mais je suis surtout heureux de pouvoir vous répondre directement. Donc continuez à nous poser les questions, parce que sur l'application Mairie Citoyen, nous y répondons. Je veux remercier ceux qui nous font part justement des problématiques rencontrées, la bouche d'égout qui n'est pas bien recellée, la fuite d'eau qui arrive toujours le week-end de préférence, et quand c'est Pentecôte, c'est encore mieux. Voilà, donc qui nous permet d'être plus rapide dans les interventions. Franchement, vous êtes vraiment citoyens, et de participer de cette manière, ça nous permet aussi de faire en sorte que notre commune, elle soit plutôt agréable à vivre, et que les inconvénients qu'on peut rencontrer dans le quotidien, qui sont désagréables, on puisse arriver à les résoudre assez rapidement. Je voudrais terminer en disant que c'est le mois de juin, bien sûr, c'est le mois des fêtes. Alors nous sommes en pleine fête du sport, et là c'est quand même extraordinaire d'avoir tous les gamins de notre commune, les crèches, vous vous rendez compte, les crèches, les écoles primaires, élémentaires, qui ont l'occasion d'aller pratiquer du sport, en plus de ce qu'ils peuvent faire en temps normal, en plus de leur club, et puis le service des sports qui fait ce travail d'accompagnement avec les écoles, avec les enseignants qui jouent le jeu. J'ai eu l'occasion de rencontrer comme ça des classes de l'école des Plans ce matin, qui étaient tous très beaux, avec leurs t-shirts violets marqués Villeneuve-Loubet. Ouais, là, il y avait le sentiment d'appartenance, et qui allaient ensuite déjeuner. Et donc, c'est bien réjouissant de voir toute cette jeunesse qui profite effectivement de l'apprentissage du sport, ce qui est important pour son équilibre, tout naturellement. Je veux parler aussi de la fête des écoles, parce que ce samedi, au pôle culturel, on commence la fête des écoles, avec les écoles élémentaires, les écoles maternelles. Ce samedi 10 juin, ça sera le secteur 10 du village, et le 17 juin, ça sera le secteur 10 du bord de mer. Nous ne voulons pas de kermesse folklorique en plan Vigipirate, qui est toujours renforcé et qui interdit l'accès des familles, même si dans d'autres communes, on le fait. Et ce n'est pas parce que dans d'autres communes, on le fait qu'on est dans le cadre légal. Car s'il devait y avoir un pépin, eh bien, on verrait bien qui serait responsable en définitive. Donc moi, je le dis, il n'est pas question de mobiliser déjà nos services pour mettre 3 tréteaux et cramer sous le soleil dans une cour plus ou moins à l'ombre, comme on le faisait, de mobiliser les services sans arrêt. Il vaut mieux avoir un cadre où on se réunit et où les enfants sont sur une vraie scène, dans un vrai spectacle. Et ils répétaient aussi ce matin au pôle culturel, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer d'autres qui faisaient les répétitions et qui vont vivre un moment important, les familles également, et dans une salle climatisée, et donc en protection également, puisque nous appliquons le plan Vigipirate, nous sommes à côté de la gendarmerie. Donc voilà, nous considérons que c'est mieux. Alors c'est beaucoup de travail pour nos services, pour les enseignants,
pour les associations de parents d'élèves que je remercie de s'impliquer comme elles le font, parce qu'elles sont bénévoles et ça leur donne pas mal de travail. Donc, je souhaite que, bien sûr, elles en récupèrent un peu le fruit dans la vente de différentes choses qu'elles auront à proposer aux familles. Et je pense que ça mérite à ce moment-là. Mais vous verrez, les gamins, comment ils ressortiront avec des étoiles dans les yeux. Et leur famille aussi, parce que c'est quand même toujours très beau. Donc, ça vaut la peine. Et donc, ne regrettez pas ce que l'on faisait autrefois. Comme on le faisait, c'était gentil, mais bon, aujourd'hui, on ne peut pas prendre de risques non plus. On a un cadre très strict, donc c'est pour cela qu'on a choisi cette voie qui est compliquée quand même, parce que la voie de la facilité, c'est de dire on ne fait rien. Mais nous, on essaye toujours, quand on a un problème, de trouver autre chose qui soit mieux, malgré le handicap qu'on nous fait subir. Enfin, nous aurons aussi la fête de la musique. Alors, je voudrais rappeler que l'esprit de la fête de la musique, c'est pas que la commune organise des concerts. Ça, on va le faire tout l'été. Et chez nous, c'est gratuit. Il y en a qui découvrent ça, d'ailleurs, dans certaines communes. Eh bien oui, chez nous, c'est gratuit. Mais la fête de la musique, nous préférons les amateurs. Ceux qui jouent, qui pratiquent et qui, à cette occasion, vont venir faire l'aubade, se produire. Donc, qu'ils s'inscrivent auprès de nos services, soit le cabinet du maire, soit auprès du service culturel. Nous aurons nous-mêmes les joueurs de l'école de musique qui vont se produire ainsi. Bien sûr, les restaurants, pour l'occasion, eux, sollicitent d'autres groupes qui viennent jouer, mais je le répète, ce n'est pas à la commune d'organiser la fête de la musique, c'est aux citoyens mélomanes de dire, voilà, je vais aller dans la rue, et puis avec 2-3 copains, on va essayer de jouer un peu de musique, et c'est ça qui était l'esprit de la fête de la musique, et nous sommes fidèles à cet esprit-là. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de s'y rencontrer. Je répète, l'école de musique, en principe, doit faire quelque chose à ce sujet, donc ça sera aussi sympa. Voilà, je vous souhaite de bien terminer cette année scolaire pour ceux qui sont liés au scolaire. Nous finirons l'année scolaire avec la remise des calculatrices dont ont besoin les enfants de CM2 au collège, en 6e. C'est la commune qui offre les calculatrices, qui coûtent un peu d'argent quand même aux familles. Et puis surtout, nous remettrons début juillet, pour la fin des écoles, le passeport du civisme, où vos enfants, pour ceux qui ont leurs enfants dans les écoles, découvrent la citoyenneté à travers des actes dont ils ont pu déjà vous solliciter en famille, mais qu'ils pratiquent également à l'école. Vous voyez, notre commune est pas mal faite d'initiatives diverses et variées. Et moi, je remercie là aussi celles et ceux qui s'y impliquent. Et en l'occurrence, tant pour la fête des écoles que le passeport du civisme, franchement, nous avons des enseignants motivés qui sont engagés pour les enfants, leurs directeurs, directrices, et ça mérite quand même de le dire. Et puis à l'occasion, quand vous les verrez, au-delà de toutes les péripéties d'une vie scolaire, de leur dire aussi merci. Parce que je pense que dans le contexte actuel, ils le méritent. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Si tout va bien, le premier lundi de juillet. Et je vous dis donc, non pas à Languévin, mais à très bientôt.